plus utilisés? PEHD, PRF, SVR. Ça dépend pourquoi. Si on parle des réseaux, dans le réseau de dessalement, ce n'est pas du tout pareil que l'eau usée. Hein. Dessalement, c'est des eaux extrêmement agressives. Donc, soit on a dans les plastiques, donc PEHD, soit on est dans des inox très particuliers, pas les inox classiques, des super duplex, ce qu'on appelle souvent le super duplex. Ça, c'est quand on a avec les eaux brutes. Okay, parce qu'on est les eaux et même avec voilà, on est dans des matériaux très très particuliers. Okay, pour tout ce qui est acier de dessalement, on va facilement utiliser du super duplex qui sont des inox très très spéciaux qui coûtent très très cher, mais c'est ce qu'il faut. Okay. Ou alors le PEHD, effectivement, le PEHD ça marche aussi, mais le PEHD on ne peut pas l'utiliser au moment où on a la pression, évidemment. Quand on a une pression faible, ça marche. Quand on a une pression de 70 bars, le PEHD ne suffit plus, et donc c'est là où on a typiquement le super duplex ou d'autres inox du même type. Voilà, ça c'est pour cette question. Ah oui, et puis par contre pour les eaux usées, il y a aussi une question pour les eaux usées. Pour les eaux usées, par contre, là, on va utiliser du PVC, du PEHD, bon, là on est dans des pressions faibles, on est dans des agressivités d'eau beaucoup moins fortes. Donc là, on aura, bon, ça, je pense que vous devez déjà pas mal connaître. On n'a pas de matériaux révolutionnaires par rapport à ça, par rapport aux eaux usées. Ok, on va utiliser les mêmes matériaux que vous utilisez, je pense, au Maroc aussi. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'ai une question, si vous permettez. Oui, on écoute. Oui. Alors, j'aimerais poser une question. Où est-ce qu'on est, Israël, des microstations des eaux usées, des microstations, des petites stations des eaux usées que vous pouvez utiliser dans des villages? Je ne sais pas si vous avez des villages. Oui, on en a beaucoup. C'est les kibbutz. Avec des petites densités en population. Est-ce qu'il y a des petites installations faites sur mesure pour des petites agglomérations de population? Et où est-ce qu'on est Israël dans cette technologie-là? Est-ce qu'il y a possibilité de voir un petit peu ceux qui ont fait des choses pour pouvoir dupliquer ça au Maroc? Ça, c'est très utile. Ça doit être très utile, surtout pour la partie qu'on appelle les campagnes, là où il y a des populations agricoles, pour éviter aussi, limiter l'exode rural et améliorer les conditions de vie. Alors, juste une chose, ce qui est, je pense aussi, ce qui va être intéressant ici, c'est que comme Ronnie l'a dit, la densité de population au Maroc est moindre comparée à celle d'Israël, ce qui veut dire que la population est aussi plus parsemée, ce qui veut dire qu'il y a aussi sans doute des besoins d'infrastructures locales qui sont peut-être un peu plus loin. Non, il y a, je te corrige, Jérémy, puisqu'on a aussi un désert. Et il y a beaucoup de villages dans ce désert. Puisque c'est le désert qu'il faut. Le désert, c'est la majorité de la superficie de notre tout petit pays. Donc, il y a beaucoup de villages dans le désert. Et donc, on est exactement dans ces cas-là, des villages totalement isolés. Et donc, on a plein de petites stations d'épuration. On en a plein. Et ces villages sont souvent des villages agricoles. Donc, souvent, c'est une station d'épuration pour la population. On a des villages de quelques centaines d'habitants, de quelques milliers d'habitants. Mais souvent, c'est 100, 300, 500, 1000 habitants. Enfin, on a toutes les tailles, mais ça, c'est taille. Et souvent, avec, en plus, une agriculture. C'est-à-dire, souvent, on a beaucoup, d'ailleurs, de bovins. Souvent, on a des vaches laitières. Et donc, tout ça, ça va vers la station d'épuration, donc petites, des micro-stations d'épuration. Et ça marche très bien. On a des technologies spécifiques, effectivement, notamment pour aller avec les vaches. Ça, c'est un truc intéressant. Ça va aider énormément à réduire les 80% d'utilisation agricole et réutiliser un pourcentage important d'eau dans l'agriculture. Et exactement. Ça va changer le schéma d'utilisation de l'eau au Maroc en repassant par des petits villages. Vous avez bien dit, entre des centaines d'habitants, on dit 200, 300, 400. C'est ça, vraiment, ça dépend des régions du Maroc. Il y a des régions, il y a des villages plus grands. Mais si on arrive à faire ça, et on divise ça par le nombre d'habitants, pour dire aux responsables gouvernementaux, communaux, combien ça doit coûter par habitant pendant 20 ans, une infrastructure. Et ça va faciliter même comment convaincre ces gens dans les communes pour intégrer ces solutions et demander du financement au gouvernement et faire ces installations ici. Et je pense que même s'il y a une volonté politique ambitieuse, ce qui est pas mal, c'est que souvent, ces petits villages sont des villages pauvres. Et donc, si on peut leur amener en plus un travail, c'est-à-dire que améliorer donc s'ils ont des élevages, on a des élevages. En Israël, on est le pays où les vaches laitières
sont les plus productives au monde. Donc, on est autour de, alors je ne connais pas les derniers chiffres, je crois que c'est 12 000 ou 15 000 litres de lait par an par vache. C'est le plus, et alors qu'elles sont en milieu désertique ou semi-désertique. Et donc, on a justement cet assainissement, ce traitement des eaux usées qui est à la fois pour les vaches. Et donc, si on peut avoir quelque chose d'ambitieux qui permet à la fois de former la population locale à gérer des fermes, et donc ils peuvent les gérer beaucoup mieux. On peut amener en même temps le traitement des eaux usées, on peut amener plein de choses. Et dans ce cas-là, on donne en plus un travail pour les gens, on donne un revenu, on donne et on donne une chose extrêmement utile, le plus de lait pour le Maroc, voire pour l'exportation si vous le souhaitez aussi. Et Jérémy, qu'on a beaucoup de choses à préparer ensemble et pour préparer les dossiers et aller directement au président de la région, je parle de la région Tanger. Et je connais quelques présidents de communes que tu peux faire regrouper pour faire une présentation et leur présenter des solutions. Et j'en connais aussi des agriculteurs très pauvres qui ont des terrains plus ou moins difficiles et où ils peuvent les aider et si on peut les aider à améliorer leurs conditions de vie. Et ça va de soi pour qu'il soit des choses, moi je parle toujours, si on arrive à faire une première réalisation, quel que soit, on cherche le financement par n'importe quel moyen qu'on peut trouver ou regrouper ensemble et amener avec nous les responsables politiques, les décideurs et tout ça pour intégrer ça dans l'amélioration des conditions de vie, l'économie de l'eau, la réutilisation de l'eau, protection de l'environnement, rural. Il y a plein de choses qu'on peut faire et je serais heureux de travailler avec vous sur ces sujets-là. Et je peux dire que je fais partie du conseil de la région Tanger-Tétouan-Hossima, conseil économique et social, qui est un conseil consultatif sur tous les projets dans toutes les régions, que ce soit la ville et les régions liées de cette zone du Maroc. Et je peux aussi être utile pour d'autres régions. Je connais des personnes et qu'on peut multiplier, dupliquer, aller jusqu'au voir des ministres après pour faire officialiser les choses. Très bien. Okay, très bien. Ouais. Je vais peut-être même parler. Il y a d'autres questions ou... Je vois pas d'autres questions pour l'instant. Alors, il faut peut-être demander à Driss, est-ce qu'on a un petit peu de temps encore pour Ronnie ou est-ce qu'il faut qu'on mette un terme à la conférence? Il n'y a pas de souci pour moi. S'il y a quelque chose d'autre, certainement il y aura quelque chose à dire, pourquoi pas. Et bien sûr, si l'audience est d'accord. Si l'audience n'est pas endormie. Mais si l'audience n'est pas d'accord, il suffit juste de fermer, on ne vous oblige à rien, hein, ne vous inquiétez pas. On vous remercie d'ailleurs d'écouter jusqu'à présent. Alors, moi, je voudrais juste rajouter donc, quelque chose par rapport à ce qu'a dit le docteur Mouhib à l'instant, c'est que, alors, je voudrais juste donner un exemple d'un projet qui a eu lieu en Angola. D'ailleurs, il doit être mis sur... en vidéo prochainement sur le site, où j'en parle, j'en explique un peu, un projet dans lequel j'ai participé en Angola. Là, c'était carrément quelque chose d'encore bien plus ambitieux, parce que c'était la création d'un village à partir de rien. Ce n'est pas un village où il y a déjà des gens, il n'y a rien. Okay, et donc, il y a une volonté, mais ça, c'était une volonté forte du président, c'était vraiment une volonté, parce que là, ça demande beaucoup de moyens, de créer un village agricole qui soit un village agricole qui soit l'exemple de tout le pays. Okay, donc, l'Angola, c'est un pays qui est vaste, qui doit être, je pense, à peu près la taille du Maroc, ou peut-être à peu près la même taille, ou peut-être un peu plus grand, mais même ordre de grandeur. Et donc, c'est un village à partir de rien qui a été créé à 70 km de la capitale, de Luanda. Et donc, on a créé, c'était un projet où il y a même une création de tout, c'est-à-dire des routes, de l'électricité, etc. Moi, je n'ai pas participé, évidemment, aux routes et l'électricité, ce n'est pas mon domaine, mais aussi de l'eau, l'accès à l'eau potable, et donc de créer un village agricole, et donc de créer un centre de formation agricole qui soit le centre de formation non seulement de ce site, mais aussi qui soit le centre de référence de tout le pays. Et donc, les agriculteurs du monde entier viennent, du pays entier, de l'Angola entier viennent, okay, et se former là-bas avec des équipements, etc. Et donc, là, c'est l'idée, s'il y a une grosse ambition, c'est pas de créer un village à partir de rien, évidemment. Il n'y a aucune raison quand il y a déjà des villages. Mais c'est à partir d'un village qui existe, où il n'y a pas beaucoup d'agriculture, ou alors une agriculture peut-être mal gérée, s'il y a une volonté forte, évidemment, parce que là, ça demande des moyens. Et donc, on a tout fait, c'est-à-dire qu'on a fait depuis
l'analyse des besoins, puisqu'au début, en Angola, ils pensaient qu'il fallait faire des semences de, je ne me rappelle plus, de ceci et cela qu'ils avaient besoin. Et puis, après une étude, on s'est dit non, vous avez besoin d'autres choses. C'est-à-dire que vous avez besoin de ça, d'accord, mais il y a d'autres priorités encore plus importantes. Vous avez besoin de poulet, par exemple. Et vous avez besoin d'autres choses à laquelle ils n'avaient pas pensé. Ils ont dit, ah, mais oui, mais c'est génial. Et donc, ça a été suite à une étude de marché. Et donc, on a créé une agriculture qui était particulièrement adaptée localement et avec une formation et même une formation en marketing pour qu'ils puissent ensuite aller le vendre dans les marchés de la capitale qui se trouve à 70 km. Et donc, avec des moyens techniques, avec tout. Donc, ça, bon, c'était un très gros projet. Avec le traitement de l'eau, avec tout. C'est-à-dire que c'est la création d'un village à partir de zéro, à partir d'un terrain vague. Alors, évidemment, ça a coûté cher, c'est 200 millions de dollars. Mais c'est pour dire qu'on peut avoir toutes les échelles. Jusqu'à l'exemple extrême qui est celui-là, qui est de créer tout à partir de rien. Le village exemplaire à partir de zéro. Soit réaliste et pratique et aller plus vite. On commence avec ce qu'on sait, ce qu'on est en train de dire avec le traitement des eaux et tout ça, et proposer d'autres solutions. Et au fur et à mesure que les réponses favorables viennent, on va élargir pour d'autres applications jusqu'à ce qu'on arrive à l'amélioration, à la création d'un village tout entier. Donc, on peut commencer par un autre niveau et surtout qu'on réussisse une opération, une seule. Et cette opération va ouvrir la fenêtre et la porte pour toute autre opération, toute proposition. Et s'il y a même des exemples que vous venez de citer, par exemple, maintenant, dans un pays africain et tout ça, on peut même inviter un responsable à aller voir comment ça s'est passé ailleurs, de raconter l'histoire, les success stories. Mais l'essentiel, nous, on est là, on a commencé par le traitement des eaux et l'amélioration de l'économie de l'eau. On va rentrer par cette fenêtre parce que surtout, vous l'avez évoqué dans votre exposé, Sa Majesté, elle l'a bien dit, on vit une situation très critique. Donc, dès qu'on va parler l'eau, tout le monde va nous écouter. Et une fois on va parler eau, et l'eau, c'est la source de toutes les richesses. Si on a l'eau, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Si on économise de l'eau, on emmagasine de l'eau, on traite de l'eau, on a de l'eau toute l'année. À ce moment-là, toute l'industrie qui va utiliser l'eau, aussi simple qu'elle est dans l'agriculture, dans les campagnes, avec des agriculteurs qui ont un savoir-faire ancestral qui vient des siècles avec la pratique, mais qui peut être amélioré en leur inculquant un savoir-faire, des méthodes de gestion, des marchés pour écouler leurs produits, créant des marchés. Il y en a des associations, mais nous, on va aller vers des villages qui ne connaissent pas les associations, qui n'ont pas cette culture d'association. Il n'existe pas. On a des endroits au Maroc qui sont très forts, surtout le sud du Maroc, ils ont des associations, ils écoulent des produits, et même à l'échelle internationale. Mais il y en a d'autres qui restent encore dans un peu, si on peut dire, enclavés par la nature de la région, les montagnes et tout ça. Et il y a une richesse, il y a des forêts, il y a des déchets agricoles qu'on peut créer, qu'on peut transformer. Mais si on fait le départ par de l'eau, qui est vraiment un problème très sérieux, tout le reste va suivre et chaque idée, chaque bonne idée, elle est la bienvenue. Mais on travaille, on prépare des dossiers sur différentes formes A, B, C, D. Et quand on a quelqu'un, on va lui présenter la forme D qui est plus large et A qui est plus stricte. Ça dépend avec qui on va parler. Ok, très bien. Écoutez, de toute manière, je pense qu'on va rester en contact. Ah, oui. Encore une fois, Hydromaris, contact@hydromaris.com. Vous nous avez trouvé Jérémy Brabet, R-A-B-E-T, et Ronnie Sarfati, S-A-R-F-A-2-T-I sur LinkedIn. Nous vous invitons à suivre. Je suis dans le réseau avec vous. J'étais dans la première réunion. Génial. Effectivement. Et alors, pour tous les autres, effectivement, sur LinkedIn. On tenait particulièrement à remercier effectivement le club des dirigeants pour avoir organisé cela et pour sa patience. On a beaucoup sollicité Driss ces dernières 2 semaines. Donc, merci beaucoup. Et bien entendu, encore une fois, Driss Driff, qui a été adorable, qui a organisé cette conférence et qui a aussi nous a permis de la faire dans les meilleures conditions. Donc, merci encore à vous tous. Il y a encore 11 personnes, donc 10 en nous incluant,
dans cette conférence. On a hâte de discuter avec vous et on a hâte de pouvoir effectivement renforcer les liens entre le Maroc et Israël. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. On vous souhaite au Maroc, il est quelle heure? Ah, on approche déjà donc un bon début de soirée et on se parle tous bientôt. Merci encore, Driss, et merci encore au Club des dirigeants. Merci à vous, chers amis, Jimmy et Ronnie. Merci à tous les participants pour cet webinaire. Je vous confirme que c'était vraiment très riche, très intéressant. C'est juste un début. Je pense qu'il y aura beaucoup d'autres occasions qu'on peut développer beaucoup de choses. Et certainement, vous serez aussi contacté par pas mal de membres de la communauté CDD. Et à très vite pour d'autres projets et d'autres collaborations ensemble. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, et on a hâte de voir l'enregistrement et de le reposter. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci, Nourdine. À bientôt, Inch'Allah. Au revoir. Au revoir.